Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo avec énormément de valeur, tout simplement parce que je vais vous présenter mon analyse complète des marchés en été 2026. Donc, on va vraiment parler de tout ce qui est important à savoir sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le fondamental? Qu'est-ce qui se passe au niveau du technique? On va regarder tous les marchés macro, que ce soit les indices, l'or, le dollar américain, le pétrole, les obligations. Bref, on va parler littéralement de tout ce qui est important à savoir pour les prochaines semaines et les prochains mois sur les marchés. Donc, ça va être une vidéo, guys, bourrée de valeur et je vais littéralement tout vous présenter. En passant, guys, pour ceux qui se posent la question, oui, je travaille encore dans ma cuisine. Ça fait 1 mois et demi que j'ai un setup temporaire ici, tout simplement parce que le vrai setup de trading qui est dans cette pièce-là, on est en train de faire des très gros travaux. Puis quand on parle d'un nouveau setup de trading, je ne parle pas des écrans, je parle de toute la pièce. Okay? On est en train de refaire le design au complet. Donc, bref, c'est un peu le bordel, honnêtement, là, dans cette pièce-là. Fait qu'en attendant, je travaille ici. Fait que pour ceux qui se posaient la question, ben voilà. Mais normalement, ça devrait être terminé, j'estime, dans quelques semaines, peut-être 1 mois. Puis évidemment, je vais vous faire, guys, une vidéo complète où je vais vous présenter mon nouveau bureau de trading. Mais vous allez voir, ça va être juste incroyable. Ça a quand même bien avancé. Fait qu'on commence à voir à peu près ce que ça va donner. Puis honnêtement, là, ça va être fou. Mais c'est quand même plus long qu'attendu parce qu'il y a des gros délais. Il y a beaucoup de sur-mesure. Le bureau il est sur mesure. Il y a des rideaux sur mesure. Donc évidemment, il y a des délais de production, livraison et tout ça. Mais bref, ça a quand même bien avancé. Mais voilà, pour ceux qui se posaient la question pourquoi on est encore ici, ben c'est ça la raison. Puis sinon, guys, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, ça fait aujourd'hui plus que 10 ans que je suis en trading, donc 7 ans à temps plein. J'ai commencé quand j'étais vraiment jeune, j'avais à peine 15 ans quand je me suis lancé là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 25, presque 26. Et littéralement, ben je n'ai jamais rien fait d'autre. J'ai pas eu d'autres business, j'ai pas travaillé dans d'autres domaines ou quoi que ce soit. Littéralement, la seule chose que j'ai fait dans ma vie, c'est le trading, l'investissement. Puis vous allez voir, guys, ça va être une vidéo vraiment raw, ok, sans filtre. Je vais vraiment essayer de faire ça de manière la plus naturelle possible, même encore plus que les autres vidéos que j'ai faites un peu dans ce style-là. Et donc, avant de commencer, guys, j'aimerais ça avoir votre feedback par rapport à ça. Si c'est le style de vidéo que vous aimez et que vous aimeriez ça voir même plus souvent sur la chaîne, évidemment, mettez un like. Premièrement, assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne. Puis laissez-moi savoir en commentaire si c'est du contenu que vous aimez puis qui vous apporte vraiment de la valeur. Évidemment, mon objectif, guys, avec les vidéos que je fais, c'est de vous apporter le plus de valeur possible puis de vraiment vous aider, de vous apporter de l'information concrète. Donc, bref, laissez-moi savoir, guys, dans les commentaires si ça vous plaît. Et sans plus tarder, eh bien, allons directement sur les marchés puis regardons où est-ce qu'on en est. Alors guys, donc on est maintenant sur mon écran et comme j'ai dit juste avant, je vais vraiment garder la vidéo la plus simple possible. Mon but, c'est de vous apporter le plus de valeur et vraiment d'être concret dans mes propos. Donc on va éviter là, tout le flash ou peu importe, on va juste y aller straight to the point et c'est comme ça que j'aime également enregistrer les vidéos au sein de notre programme de coaching. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un programme où on accompagne en one-on-one des traders pour justement développer leurs compétences et aller chercher des résultats. On a accompagné aujourd'hui plus que 1000 personnes dans les dernières années et les vidéos d'analyse hebdomadaire que je fais, c'est-à-dire un peu ce type de vidéo-là, mais à chaque semaine pour les étudiants, eh bien, c'est de cette façon-là que je les enregistre, donc vraiment de façon la plus naturelle possible et on va droit au but. OK? Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici et mon objectif, guys, c'est juste de vous apporter le plus de valeur possible et de vous montrer comment qu'un trader professionnel va vraiment réfléchir et aborder les marchés. OK? Donc, maintenant que ça c'est dit, eh bien, commençons directement. Donc, la première chose qu'on veut faire avant de regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est d'aller chercher un petit peu de contexte. OK? Parce que c'est important de comprendre que ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est à cause de ce qui s'est passé avant. OK? Il faut comprendre que le marché évolue selon le fondamental, selon la macro. Et donc, chaque événement en entraîne un autre. OK? Quand il se passe quelque chose d'important dans le monde, eh bien, il va avoir à ça une réaction. La réaction en elle-même, c'est aussi un événement. Et donc, cette réaction-là va amener une autre réaction, puis une autre réaction, puis une autre réaction, et ainsi de suite. OK? Donc, si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les marchés, eh bien, il faut revenir en arrière et aller chercher un petit peu de contexte. OK? Et donc, si on établit un contexte depuis le début 2026, OK? Donc, en début d'année, sur les indices boursiers, qui d'ailleurs, je vais souvent utiliser ça comme référence, mais vous allez voir, on va aussi parler là, des autres marchés macro. Mais on va utiliser donc les indices pour référence et ici, je suis sur le S&P 500, donc l'indice de référence des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Bref, donc si on regarde début 2026, eh bien, on voit que sur le S&P, on était globalement dans un range. Donc, on ne faisait pas grand-chose. On était dans un marché qui faisait du surplace, tout simplement parce que, en général, le marché était plutôt fort dans le sens que les données économiques étaient bonnes. On était dans une bonne période de saisonnalité. Souvent, les premiers mois de l'année, en termes de probabilité, ont plus tendance à être
être haussier que baissier. Donc bref, tout allait bien, mais dans un sens, on n'était pas non plus extrêmement haussier, tout simplement parce que les valorisations à ce moment-là étaient assez élevées. Il faut comprendre que lorsque le marché boursier va monter, à un certain point, si les valeurs sont juste beaucoup trop stretch et que ça devient extrêmement cher de manière générale pour acheter des actions, eh bien, c'est de moins en moins intéressant parce que si on paye extrêmement cher, en théorie, ça devrait prendre plus de temps avant d'aller chercher un rendement sur son investissement. Et donc, c'est un peu là qu'on était en début d'année. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un événement majeur, c'est-à-dire le conflit US-Iran. Donc, on a eu les États-Unis qui ont commencé à attaquer l'Iran. Et l'Iran ont riposté en notamment prenant le contrôle du détroit d'Ormuz. Et donc ça l'a amené une perturbation mondiale sur les prix du pétrole et ça l'a amené un stress au niveau de l'économie. Parce qu'évidemment, si le détroit d'Ormuz est fermé, qui est l'un des détroits les plus importants pour le transport du pétrole, eh bien ça fait qu'on a soudainement beaucoup moins d'offres sur le marché. Donc les prix du pétrole ont explosé à la hausse. Et ça, donc, on peut le voir assez facilement si justement on regarde le graphique du pétrole. On voit que dès que la guerre a commencé, eh bien, les prix du pétrole ont littéralement explosé. Donc, avant la guerre, là, on transigeait aux alentours, là, mettons, de 65 et on est monté là, jusqu'à 120. Donc, on parle d'une hausse là, environ de 80 sur les prix du pétrole, ce qui est gigantesque. Et donc, ça a été amené par justement le conflit US-Iran. Et c'est justement donc ce qui a amené la petite correction qu'on a eue juste ici sur les indices boursiers. Et cette correction-là est très logique parce que si on a le pétrole qui soudainement est 2 fois plus cher, eh bien ça, qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener de l'inflation. C'est bien important de comprendre que le pétrole, c'est la matière première la plus importante parce que c'est vraiment la base de toute production. Le pétrole, c'est de l'énergie. Donc, on va utiliser l'énergie pour produire n'importe quel bien et service. Donc, si le pétrole est soudainement presque 2 fois plus cher, eh bien, littéralement, tous les autres éléments dans l'économie vont aussi monter en prix. Et donc, c'est pour ça que quand le pétrole monte autant, eh bien, ça vient avec de l'inflation. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Et ça, on va en reparler beaucoup plus en détail un petit peu plus tard. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a eu justement de l'inflation. Qui dit inflation dit potentiel politique monétaire plus restrictive. Parce que si l'inflation commence à monter, monter, monter et qu'on s'éloigne de l'objectif de la Fed, qui est 2 annuel, eh bien, ce qui va arriver dans ce cas-là, c'est que la Fed va devoir laisser les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps ou potentiellement même les monter. Et lorsqu'une banque centrale augmente les taux d'intérêt, eh bien, ça a un effet de ralentissement sur l'économie. Et donc ça, on est capable de le raisonner assez simplement parce que si les taux d'intérêt sont plus élevés, eh bien, ça va coûter plus cher pour avoir une hypothèque, pour avoir un prêt pour acheter une automobile ou peu importe. Donc, les taux d'intérêt, le plus qu'ils sont élevés, eh bien, le plus que ça met une pression sur l'économie, le plus que c'est difficile d'avoir de l'argent. Essentiellement, c'est ça l'idée. Et donc, si les taux d'intérêt sont plus élevés à cause d'un potentiel risque de l'inflation, eh bien, évidemment, les marchés vont anticiper un potentiel ralentissement et corriger là-dessus. Donc ça, c'est exactement ce qui est arrivé dans cette période-là, juste ici. Donc le pétrole était assez élevé, il y avait énormément de risques et d'incertitudes par rapport à ça et les marchés boursiers étaient en train de corriger basé là-dessus. Par la suite, ce qui est arrivé, si on zoome un petit peu plus, c'est que là, on a fait donc justement cette correction-là juste ici. Et par la suite, on voit qu'on a brisé cette correction-là et le breakout en fait de celle-ci a coïncidé avec un élément fondamental très important, c'est-à-dire un tweet de Trump qui annonçait un cessez-le-feu, c'est-à-dire qui arrêtait essentiellement de s'envoyer des missiles et qui commençait donc à se calmer. Et donc ça, c'était le premier signe, si on veut, que Trump allait taco. Taco, c'est une expression reliée à Trump qui dit Trump always chicken out. Donc Trump va toujours faire sa poule mouillée et ne pas aller trop loin. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc souvent, Trump, il va parler beaucoup, il va utiliser des gros mots, il va faire peur, mais au bout de la ligne, les actions ne suivent pas trop. Et donc ça, c'était un autre épisode du fameux taco de Trump, c'est-à-dire qu'il disait qu'il allait bombarder l'Iran, qu'il allait les réduire à l'âge de pierre. Il avait vraiment utilisé des expressions là, assez fortes. Et finalement, c'est pas du tout ça qui est arrivé. Finalement, Trump a juste décidé de donner un cessez-le-feu. Et encore aujourd'hui, eh bien, ça semble se diriger globalement dans la bonne direction et on n'a pas une escalade qui est aussi grosse que ce que le marché avait peur initialement. Donc, une fois qu'on a eu
eu justement cette nouvelle-là du cessez-le-feu, eh bien, c'est là que les marchés ont commencé à remonter et c'est ça qui a créé justement l'impulsion qu'on a vue là dans les derniers mois. Évidemment, il y a d'autres raisons aussi. Je dirais que la deuxième raison principale à ça, c'est tout l'enthousiasme qu'on a au niveau de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui drive pas mal le marché en ce moment, donc toute la hype avec le AI. Donc, l'idée tout simplement que l'intelligence artificielle, eh bien, ça va révolutionner l'économie, ça va augmenter la productivité, ça va augmenter les marges de bénéfices des entreprises et donc, ben, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est interprété de façon positive au niveau des marchés. Donc bref, tout ça pour dire qu'on a eu justement ce stress-là en début d'année avec le conflit. Par la suite, Trump a chicken out et voilà, le marché a remonté, basé également sur la hype du AI. Et on voit là que depuis le mois de juin, eh bien, on est dans un marché qui s'est calmé un peu. Donc, on est présentement en train de faire un petit peu de surplace, ce qui est tout à fait normal parce que la hausse juste ici a été extrêmement forte, extrêmement rapide. On était devenu assez stretch quand même en termes de mouvement. On peut le voir notamment avec le RSI qui est un indicateur justement d'à quel point le mouvement peut être accentué ou non. Et on voit qu'on était quand même assez élevé là-dessus. Bon, évidemment, il y avait d'autres raisons, là, mais pour faire ça simple, on était assez stretch en termes de mouvement ici. Et je m'attendais là, aux alentours de mai-juin à commencer une correction. Et pour l'instant, donc, c'est ce qu'on a juste ici. Okay? Donc, en termes de contexte, c'est à peu près là qu'on en est présentement. Et comme vous pouvez voir, c'est super important de comprendre un peu d'où est-ce qu'on vient. Parce que si on n'a pas toutes ces conceptions-là en tête de « OK, le conflit a amené une perturbation sur le pétrole et l'inflation, on a une hype au niveau du AI », si on n'a pas tous ces concepts-là en tête, ça va être extrêmement difficile de vraiment se faire une bonne idée au niveau des marchés. Mais voilà, si j'avais à résumer le contexte de manière simple, c'est environ là où est-ce qu'on en est présentement sur les marchés. Donc maintenant qu'on est allé chercher un contexte des derniers mois, on va regarder le contexte actuel. C'est-à-dire que dans, par exemple, le dernier mois, les dernières semaines, où est-ce qu'on en est sur les marchés et c'est quoi les éléments qui sont importants à suivre. Okay? Donc, premièrement, si on continue sur le sujet principal des derniers mois, c'est-à-dire le conflit US-Iran, où est-ce qu'on en est présentement? Eh bien, au moment d'enregistrer la vidéo, donc là, on est fin juin, eh bien, on a un accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran, donc un nouveau cessez-le-feu qui allonge essentiellement la période et qui va permettre aux deux parties de continuer notamment de négocier sur les points de tension. Mais pour l'instant, le marché anticipe un deal, anticipe une fin positive à ce conflit-là, c'est-à-dire qu'on n'aura pas normalement une grosse escalade et ça ne sera pas la fin du monde. Okay? Essentiellement, c'est ça l'idée et c'est ce que le marché pour l'instant est en train de price in. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver? Ça, l'avenir nous le dira. Okay? Il n'y a personne qui le sait, personne n'a de boule de cristal et l'objectif n'est pas là. Mais pour l'instant, eh bien, il faut comprendre que le marché est en train de price in un deal et ça depuis déjà plusieurs semaines. Et personnellement, c'est aussi ce que je pensais qui avait le plus de chances d'arriver. Si vous me suivez notamment sur Instagram ou TikTok, peu importe, là, les liens là-dessus sont également dans la description. Eh bien, vous l'avez vu, j'ai fait plusieurs shorts par rapport à ça où j'expliquais pourquoi personnellement je pensais que le conflit avait plus de probabilité de terminer et non d'escalader. Et si j'avais à résumer ça de façon simple, c'est tout simplement parce que Trump n'a absolument rien à gagner à ce que ce conflit-là continue. Okay? Il faut comprendre que Trump, et ça a été la même chose durant son premier mandat que j'ai pu trader également dans mes débuts en trading, Trump a toujours mis sa valeur sur le marché boursier qui montait et des prix du pétrole qui étaient faibles. Et avec le conflit, eh bien évidemment, c'était l'inverse. Okay? On a vu justement les marchés corriger et le pétrole monter en malade. Et donc, Trump le sait très bien que si le conflit continue pendant encore longtemps, eh bien le pétrole pourrait remonter, les indices boursiers vont encore corriger et il y a également les élections du midterms qui arrivent prochainement aux États-Unis et la popularité pour l'instant de Trump n'est vraiment pas à son meilleur. Et donc, évidemment, Trump le sait très bien au fond de sa tête que si le conflit continue, ça va nuire à sa réputation, ça va nuire à ses chances d'être réélu, puis ainsi de suite. Okay? Et donc, tout ça pour dire que Trump n'a absolument rien à gagner à continuer cette guerre. Et donc, depuis le début du conflit, personnellement, j'ai principalement misé sur justement le fait que le conflit allait terminer et qu'éventuellement tout ça allait être derrière nous. Okay? Et pour l'instant, c'est ça qui semble se concrétiser. Encore une fois, est-ce que c'est un deal qui est 100% certain et il n'y a plus aucune incertitude par rapport à ça? Je dirais non, mais ça semble s'enligner dans la bonne direction et tant qu'on n'a pas une grosse escalade, okay, tant qu'on n'a pas quelque chose de vraiment négatif, eh bien le marché va continuer normalement à évoluer par rapport à un outcome qui est positif. Okay? Et quand je parle de grosse escalade, ce serait par exemple le deal qui est complètement
mis à terre, ou alors des nouveaux bombardements vraiment intenses sur l'Iran, ou alors l'Iran qui eux-mêmes ripostent, qui reprennent le contrôle du détroit d'Ormuz, qui ferment justement le passage et tout ça. Fait que ça serait un peu dans ce style de scénario-là que ça deviendrait quelque chose de vraiment négatif. Mais tant qu'on n'a pas ça, eh bien, globalement, le marché devrait normalement continuer d'anticiper un deal de plus en plus. Okay? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est où est-ce qu'on est rendu par rapport à la hype au niveau de l'intelligence artificielle. Parce que comme j'ai dit, c'est l'un des facteurs principaux qui a drivé récemment le marché. Ici, on le voit sur le S&P, on peut également le voir sur le Nasdaq, qui est un autre indice boursier, mais concentré justement là, sur les valeurs technologiques. Et pour l'instant, ben, on est encore en tendance haussière. Et si on irait regarder, par exemple, les plus grands noms dans ce domaine-là, donc par exemple Microsoft, Nvidia, Google, puis ainsi de suite, eh bien, on va voir que toutes ces actions individuelles sont également en tendance haussière avec encore aujourd'hui du momentum. Okay? Et ce qui est important ici de comprendre, c'est que quand on a une bulle de cette façon-là, quand on a vraiment un enthousiasme au niveau du marché, tout le monde le sait que c'est un enthousiasme qui, de plus en plus que ça continue, de plus en plus que ça devient irrationnel, dans le sens que le marché boursier ne peut pas monter à l'infini uniquement basé sur des perspectives d'avenir intéressantes au niveau de l'intelligence artificielle, parce que les compagnies en ce moment investissent tellement d'argent dans le CAPEX que la marge de profit et le moment où ils vont rentabiliser tous ces investissements-là, il y a encore beaucoup de travail à faire et on est encore loin de ça. Donc le marché, d'un point de vue, disons, rationnel, ne peut pas monter à l'infini basé là-dessus. Mais justement, quand on est dans des marchés qui sont un petit peu plus, on va dire, émotionnels, où il y a vraiment une hype, il y a vraiment un enthousiasme qui est partagé par le collectif, eh bien, on n'est plus trop dans cet aspect-là de rationnel. Et donc, tout l'aspect de valorisation des entreprises est un peu moins important parce que si on regarde la valorisation de ces entreprises-là, eh bien, bon, pas pour toutes, mais pour certaines d'entre elles, on est quand même à des multiples qui sont assez élevés. Un autre exemple qu'on pourrait parler également, c'est l'entrée en bourse de SpaceX qui a également été extrêmement médiatisé. Dès que SpaceX est rentré en bourse, on a vu une hype absolument incroyable. Okay, on parle d'une hausse là, de 50% okay, en à peine quelques jours. SpaceX, quand on était dans ces niveaux-là, était l'une des plus grosses entreprises au monde en termes de valorisation, mais l'entreprise ne fait même pas de bénéfices. Okay? Fait que ça fait absolument aucun sens et il ne faut pas chercher à comprendre le sens de ça parce qu'il n'y en a pas. Okay? Donc, ce qui est important de comprendre et le point où je veux en venir, c'est que quand on a un enthousiasme de cette façon-là au niveau des marchés, eh bien, l'enthousiasme en lui-même, le momentum en lui-même, peut être suffisant pour rester haussier. Et ça, je sais que c'est un concept qui, peut-être dit vite comme ça, on se dit « Ah ouais, c'est un peu bizarre comme réflexion de se dire juste parce que le marché est haussier, ça peut rester haussier. » Mais non, OK, c'est bel et bien le cas. Il y a énormément d'études qui ont été faites par rapport à ça. J'en ai moi-même étudié beaucoup. J'ai fait énormément de recherches là-dessus. Et ce qui est intéressant en fait à comprendre, c'est que quand on a de l'enthousiasme, quand on a du momentum, eh bien, le momentum entraîne le momentum. Et la raison, c'est tout simplement l'humain. OK? Les êtres humains, quand on est convaincu d'une idée, eh bien, il y a un effet boule de neige qui s'instaure. Okay? Donc, le plus qu'il y a du monde qui sont convaincus que l'intelligence artificielle, ça va changer le monde et que c'est une révolution, eh bien, le plus que les gens vont acheter ces valeurs-là. Et donc, le plus que les gens achètent, bien, le plus que le cours va monter. Et le plus que le cours monte, eh bien, le plus que les personnes qui n'ont pas encore acheté vont se dire « Ah, je suis peut-être en train de rater le bateau, je suis peut-être en train de rater la prochaine opportunité qui va me faire devenir millionnaire. » Donc, de plus en plus que ça monte, de plus en plus qu'il y a du monde qui ont le FOMO, donc qui ont peur de rater le bateau et qui vont également vouloir s'investir. Et c'est quand ces mouvements-là deviennent tellement irrationnels, quand on est rendu dans des marchés qui montent en ligne droite comme si de rien n'était, qu'éventuellement, les gros joueurs vont prendre leur profit parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose qui n'est pas soutenable sur du long terme et c'est souvent là qu'on commence des plus grosses corrections. Okay? Bref, tout ça pour dire que là où je veux en venir, c'est qu'au niveau de la hype, au niveau du AI qui dure en ce moment, ça ne sert à rien de se casser la tête, ça ne sert à rien d'essayer de timer un top de marché. La meilleure chose à faire, c'est de tout simplement suivre le momentum. Tant que le momentum est haussier, tant qu'on est dans des tendances haussières, ben, globalement, ça reste haussier. Okay? Il n'y a pas 10 000 questions à se poser là-dessus. Quand on va avoir ces valeurs-là qui vont commencer à briser des niveaux importants, quand on va commencer à avoir un petit peu de panique sur le marché, ben, c'est là qu'on va pouvoir peut-être se poser des questions puis anticiper une plus grosse correction. Mais tant qu'on n'a pas ça, eh bien, pour l'instant, sur ce point-là uniquement, personnellement, je suis encore haussier de manière générale. Okay? Puis évidemment, quand je parle d'être haussier, je parle de plusieurs mois, peut-être 1 an, 2 ans. Évidemment, on ne sait pas l'avenir de ce qui est fait dans plusieurs années, mais sur un horizon
disons, moyen-long terme, eh bien, j'ai encore cette perspective-là et c'est le raisonnement principal que j'ai donc sur ce sujet-là. Donc là, on a parlé du conflit US-Iran, on a parlé de la hype au niveau du AI et le troisième point qui est important à aborder, c'est au niveau de la Fed et au niveau de l'inflation. J'avais dit qu'on allait en reparler et vous allez voir que c'est un sujet qui est extrêmement important à comprendre. OK? Donc, si on retourne, par exemple, sur le graphique du pétrole que j'ai juste ici, donc je vais premièrement enlever celui-là. Donc voilà, donc ça, c'est le graphique du pétrole depuis 2022. Donc ici, on avait eu une très grosse hausse du pétrole qui était notamment là, à la fin due par rapport à la guerre Russie-Ukraine. OK? Donc, on avait un peu la même situation, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on vient d'avoir récemment avec le pétrole. Donc, on avait eu une hausse énorme. On avait eu l'offre du pétrole qui avait été touchée. On avait eu la demande, évidemment, qui avait augmenté en temps de guerre. Et par la suite, donc, les prix s'étaient calmés. On avait pas mal fait un range pendant des années et par la suite, les prix du pétrole ont remonté récemment avec le nouveau conflit. Souvent, c'est comme ça que le pétrole va bouger, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire grand-chose, on va être dans des gros ranges et quand on a vraiment une grosse perturbation au niveau de l'offre et demande, eh bien, c'est là qu'on a des plus gros mouvements. Bref. Donc, si on regarde le pétrole, eh bien, comme j'ai mentionné tantôt, les prix du pétrole qui ont monté aussi rapidement que ça, donc on est passé environ là, de 60 jusqu'à 120, eh bien, ça l'amène de l'inflation. Parce que comme j'expliquais tantôt, le pétrole, c'est la matière première la plus importante qui nous aide à produire tout le reste. Donc, évidemment, si le prix du pétrole est beaucoup plus élevé, eh bien, tout le reste va également monter et c'est ça qui amène de l'inflation. Okay? Et ça, donc, on peut le voir dans les données économiques, notamment juste ici au niveau du inflation rate pour le US. Et comme on peut voir, l'inflation avant la guerre était quand même globalement plutôt stable. On voit qu'on évoluait là, aux alentours à peu près de 2,6, 2,7 en moyenne. Et je rappelle que l'objectif de la Fed annuellement est à 2 %. Donc, on était un petit peu élevé sur l'inflation, mais vraiment rien de problématique et on était quand même proche des moyennes désirées par la Banque centrale. Maintenant, depuis qu'on a eu le conflit, évidemment, la situation est différente. Donc, on a vu l'inflation qui a commencé à remonter. Donc là, on voit qu'on est rendu à 4,2 % annuel sur l'inflation. Est-ce que c'est élevé? Alors, oui et non, dans le sens que par rapport à l'objectif de la Banque centrale, 2 % là, on est rendu à 4,2 %. Donc, oui, évidemment, c'est élevé par rapport à ça. Mais si on compare avec ce qu'on a eu, par exemple, dans les 10 dernières années, eh bien, on peut voir que l'inflation a déjà été beaucoup plus élevée, notamment en 2022. Et ça, c'était la période après la pandémie. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand on avait eu la pandémie, eh bien, les marchés avaient baissé énormément. L'économie était à terre. Et pour aider l'économie, la Banque centrale avait décidé de réduire les taux d'intérêt. Donc, ça vient à stimuler l'économie et à faire ce qu'on appelle du quantitative easing, donc de l'impression monétaire. Et donc, ça l'a amené beaucoup d'inflation. Et c'est ce qu'on peut voir donc justement ici au niveau des données. Donc, mon point étant que 4,2 % annuel, c'est quand même élevé, mais on n'est pas à des niveaux, disons, extrêmement problématiques et où ce qu'il faut paniquer. Si on regarde également rapidement les autres données économiques pour avoir une vision globale, on peut regarder le taux de chômage. OK? Donc, bon, il y a d'autres données pour le marché de l'emploi, mais le taux de chômage, souvent, c'est une bonne donnée pour garder les choses simples et avoir quand même une vision générale. Donc, on voit que le taux de chômage est à 4,3 % annuel, ce qui est très faible, historiquement parlant. Okay? Donc, si on regarde encore une fois un graphique plus long terme, on voit que 4,3 %, c'est quand même relativement faible. Et l'objectif de la Banque centrale, c'est de maintenir un taux de chômage en dessous de 5 %. Quand on est en dessous de 5 %, on parle d'une situation de plein emploi, c'est-à-dire que le marché de l'emploi, globalement, va plutôt bien. Okay? Donc, au niveau des données de l'emploi, en général, c'est quand même très bien. Et les dernières données qu'on va regarder pour avoir une idée globale sur l'économie, c'est ce qu'on a ici, donc le Manufacturing PMI et les Services PMI. Okay? Donc, pour faire simple, les PMI, c'est un indicateur avancé de l'économie qui va nous montrer 6 à 12 mois d'avance l'évolution de l'économie. Okay? Donc, ici, on a le secteur manufacturier et ici, on a les services. Et la façon qu'on va lire cette donnée économique, c'est par rapport au niveau des 50. Donc, si on est au-dessus de 50, c'est qu'on est en croissance et si on est en dessous de 50, c'est qu'on est en ralentissement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est également qu'on soit au-dessus ou en dessous de 50, c'est comment la donnée a évolué dans les derniers mois. Est-ce qu'on a accéléré à la hausse? Est-ce qu'on a ralenti? Est-ce qu'on est plus stable? Donc, c'est un peu ce genre de questions-là qu'il faut se poser pour être capable de comprendre la donnée. Donc, si on regarde au niveau des PMIs, eh bien, on voit que depuis les 6 derniers mois, sur le secteur manufacturier, eh bien, c'est très bon parce qu'on a repassé au-dessus de 50. Avant, on était un peu en dessous. Donc là, on a repassé au-dessus de 50 et on est
est en tendance haussière, comme on peut voir. Donc, ça montre que le secteur manufacturier aux États-Unis est de retour en croissance et ça va même, en fait, de mieux en mieux. Donc, ça, c'est extrêmement positif pour l'économie et c'est la même chose pour le secteur des services, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de 50. On n'est pas en si grosse tendance haussière que, par exemple, le manufacturier, mais on voit que depuis déjà la dernière année, eh bien, ça va quand même globalement plutôt bien et on est encore au-dessus de 50, ce qui est au final le plus important. Donc, maintenant qu'on a regardé les données économiques et vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça, eh bien, c'est quoi la conclusion? Okay? Donc, les PMIs sont au-dessus de 50, donc ça, c'est bon. Le taux de chômage est quand même assez faible, donc ça montre que le marché de l'emploi, il y a beaucoup de gens qui ont un travail et en général, ça va plutôt bien. Donc, le seul problème en ce moment, c'est l'inflation. Okay? Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Le marché de l'emploi va bien, l'économie va bien. Le seul problème, le seul risque, c'est l'inflation. L'inflation en ce moment est élevée à cause notamment du pétrole, qui a énormément monté dans les derniers mois. Okay? Donc, si on est dans une situation où le seul problème, c'est l'inflation, eh bien, qu'est-ce que la Banque centrale pourrait faire? Qu'est-ce que la Banque centrale va décider de prendre comme décision pour justement contrôler l'inflation et s'assurer que l'inflation ne continue pas de monter aussi rapidement que ce qu'elle a fait dans les derniers mois? Eh bien, évidemment, comme j'ai dit tantôt, la Banque centrale va soit laisser les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps ou potentiellement même les monter. Okay? Et ça, récemment, eh bien, c'est ce que le marché est de plus en plus en train de se pencher dessus. Et ça, on peut le voir également graphiquement ici avec le Fed Watch Tool qu'on appelle. Donc, c'est un outil qui nous permet en fait de voir qu'est-ce qui est price-in en termes des taux d'intérêt. Okay? Donc, c'est quoi les attentes des taux d'intérêt avec les prochains meetings de la Fed? Et donc, ça va nous permettre de voir visuellement parlant, eh bien, c'est quoi les attentes du marché par rapport à ça. Donc, si on regarde par exemple le prochain meeting qui est très exactement dans un mois, donc fin juillet, on voit qu'on a pour l'instant 68,5 % de chances de laisser les taux d'intérêt comme qu'ils sont présentement. Mais il y a également 31,5 % de chances qu'on augmente les taux d'intérêt. Donc, on voit que le marché, dès le prochain mois, a déjà une possibilité de monter les taux d'intérêt. Et on voit que de baisser les taux d'intérêt, eh bien, pour l'instant, il y a 0 % de chances que ça arrive. Donc, on voit que le marché en ce moment est vraiment dans la mentalité de soit laisser les taux d'intérêt élevés ou alors de les monter. Et on va voir que si on avance de mois en mois, eh bien, les probabilités d'avoir une hausse de taux d'intérêt sont de plus en plus élevées. Okay? Donc là, on voit ici que pour le mois de septembre, eh bien, les probabilités d'avoir une hausse de taux d'intérêt, si on additionne les deux chiffres ici, on est rendu à plus que 50 %. Et on peut continuer ainsi de suite. Donc, si on regarde octobre, on a quand même des très fortes probabilités d'avoir des hausses de taux d'intérêt. Si on regarde décembre, c'est encore pire, puis ainsi de suite. Okay? Mon point étant donc qu'en ce moment, le marché anticipe des potentielles hausses de taux d'intérêt à cause que l'inflation est problématique. Okay? Donc, au niveau de la Fed et de la Banque centrale, c'est la situation actuelle. Et donc, évidemment, si le marché est en train d'anticiper des hausses de taux d'intérêt, en théorie, c'est quelque chose qui va être négatif pour ce qu'on appelle les risk assets. Okay? Donc, les marchés à risque, typiquement les indices, les cryptos et les matières premières. Donc, c'est tous des marchés qui ne vont pas être aidés par des hausses de taux d'intérêt et même l'inverse. Parce que comme j'expliquais tantôt, quand on monte les taux d'intérêt, ça vient à ralentir l'économie. Ça coûte plus cher d'avoir une hypothèque, ça coûte plus cher d'avoir un prêt pour une automobile, pour une entreprise, peu importe. Mais donc, le plus que les taux d'intérêt augmentent, le plus que ça met une pression sur l'économie. Donc, évidemment, les indices boursiers, les crypto-monnaies, les matières premières, eh bien, tout ça, ça vient à prendre un coup là-dessus. Okay? Donc, au niveau de la Banque centrale, c'est là où est-ce qu'on en est présentement. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, et je vais prendre le temps de vous expliquer cet aspect-là vraiment en détail parce que c'est un point qui est très important dans mon analyse actuelle des choses, c'est est-ce que le marché a raison de s'attendre à beaucoup d'inflation et à des hausses de taux d'intérêt? Ou alors, est-ce que le marché ne serait pas en train d'exagérer le risque d'inflation et d'exagérer cette possibilité? Okay? Parce qu'il faut comprendre que le marché va toujours bouger en anticipation de. Okay? Pour l'instant, on n'a pas une inflation qui est extrêmement problématique. Oui, l'inflation a monté, mais aux alentours de 4 % annuels, c'est pas si pire que ça. Okay? C'est élevé, mais c'est pas, comme je dis, catastrophique. On n'a pas encore monté les taux d'intérêt pour l'instant, mais c'est pas grave parce que le marché va toujours bouger en anticipation de. Donc, même si ça n'a pas encore arrivé, le marché va déjà commencer à s'ajuster par rapport à ça. Et donc, c'est la raison notamment pourquoi
Les indices en ce moment sont en train de corriger. C'est la raison pourquoi Gold a énormément baissé dans les derniers mois. Personnellement, je trade quand même beaucoup Gold et on va voir qu'on a fait une très grosse correction comme on peut voir juste ici. Depuis là, en fait quasiment le début d'année, on avait eu une très belle hausse et finalement, on est dans une énorme correction qui continue à ce jour. Cette correction-là est principalement basée justement sur, comme je disais, des risques d'inflation, des risques d'une politique monétaire plus restrictive et ça, c'est quelque chose qui impacte négativement l'or. Et à l'inverse, le marché qui en bénéficie le plus, eh bien, c'est le dollar américain qui, comme on peut voir, le dollar américain depuis un an était dans un range et on voit que on a eu justement le breakout juste ici là, dans les dernières semaines qui, encore une fois, est basé sur des attentes de politique monétaire plus restrictives. Okay? Donc, on voit que le marché est déjà en train de bouger là-dessus. Mais là, comme j'ai dit, la question, c'est est-ce que ces attentes-là font du sens? Est-ce qu'on va vraiment avoir une inflation qui continue de monter et est-ce que la Fed va vraiment être forcée également de monter les taux d'intérêt? Parce qu'au dernier meeting de la Fed, c'est ce qu'ils nous ont dit. Okay? Le dernier meeting de la Fed, on avait Kevin Warsh également, qui est le nouveau chairman. Et essentiellement, son message était très simple. C'était vraiment en mode on veut contrôler l'inflation, on veut être sûr que l'inflation ne commence pas à monter sans cesse et on va faire tout ce qu'il faut pour justement aider l'inflation à diminuer. Donc, c'était vraiment un ton puis un discours qui était vraiment basé sur le fait de monter les taux d'intérêt et de vouloir contrôler l'inflation. Et pour l'instant, on voit que le marché a évolué dans cette direction-là parce que c'est après justement cette conférence de presse de la Fed que le USD a breakout à la hausse, que les indices ont continué le range et que Gold a également continué à baisser. Maintenant, donc, est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? Et donc, pour se faire une meilleure idée là-dessus, eh bien, je vais vous présenter différentes corrélations et différents liens qu'on est capable de tracer entre les marchés. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment l'un des points les plus importants et c'est l'un des aspects que je regarde le plus dans mon trading, c'est-à-dire l'aspect des corrélations. Okay? Il faut comprendre que tous les marchés sont intercorrélés. Okay? Gold ne bouge pas juste à cause du gold. Okay? Il va bouger à cause du USD, à cause des indices, à cause du pétrole, à cause des obligations, à cause des taux d'intérêt. Bref, tous les marchés sont intercorrélés. Okay? Et n'importe quel professionnel de marché, n'importe quel fonds d'investissement vont regarder tous les marchés pour justement être capable de se faire une idée par rapport à ça et d'observer les corrélations. Parce que des fois, le mouvement des corrélations vient nous donner des idées par rapport à qu'est-ce qui peut faire du sens en termes de fondamental, qu'est-ce qui peut être exagéré comme mouvement, puis ainsi de suite. Okay? Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc, ici, comme j'ai dit, on a le graphique du pétrole. Okay? On voit que le pétrole avait énormément monté avec la guerre Russie-Ukraine. Par la suite, on avait baissé, on avait fait une correction et on a eu un épisode similaire juste ici dans les derniers mois avec le conflit US-Iran. Bon, la première chose qu'on veut regarder, c'est la relation entre le pétrole et l'inflation. Okay? Depuis tantôt, je vous parle de ça. Et là, on va l'ajouter sur le graphique ici pour le représenter visuellement. Okay? Donc, comme on peut voir, eh bien, le lien entre les deux est assez frappant quand on met les graphiques l'un sur l'autre. Et encore une fois, c'est normal. Le pétrole est la base de tout. Donc, si le pétrole augmente beaucoup, ça l'amène de l'inflation. Okay? Donc, c'est le pétrole qui influence l'inflation et non l'inverse. Okay? Donc, si on regarde la corrélation ici, eh bien, on voit c'est assez simple. On a le pétrole qui augmente beaucoup. On a l'inflation qui commence à monter. Et le pétrole, par la suite, après la guerre Russie-Ukraine, une fois que ça s'est entre guillemets un peu tassé, eh bien, le pétrole a commencé à rebaisser et on voit que l'inflation a suivi. Et c'est bien important de comprendre que c'est toujours le pétrole qui va bouger en premier. Okay? Fait comme on peut voir, ici, c'est vraiment le pétrole qui a fait un point haut avant l'inflation. Le pétrole a rebaissé assez rapidement et après ça, le CPI a commencé à suivre. Okay? Et donc, voilà, le pétrole influence l'inflation. Okay? En bref, c'est la seule chose qu'il faut comprendre pour l'instant. Donc, si on regarde maintenant la situation actuelle, on peut voir que le pétrole a énormément monté. Évidemment, l'inflation a monté, donc jusqu'à là, tout fait du sens. Mais encore une fois, quand on fait du trading et de l'investissement, il faut toujours regarder le futur. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Et c'est là-dessus qu'on va vouloir commencer à se positionner.
Et donc, quand on regarde l'évolution du pétrole depuis les 2-3 derniers mois juste ici, eh bien, on peut voir que le pétrole a quand même beaucoup redescendu. Ok? En fait, on est revenu quasiment à où est-ce qu'on était avant le conflit. Ok? Avant le conflit, on transigeait aux alentours de 60 à 65, 70, le plus ou moins, juste avant que ça commence vraiment à éclater. Puis là, on voit qu'on est à 70. Ok? Donc, on est revenu pratiquement où est-ce qu'on était avant le conflit. Okay? Donc, ça montre qu'avec justement l'anticipation d'un accord entre les États-Unis et l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz, eh bien, le marché n'est plus autant stressé par rapport au pétrole et on voit que les prix sont revenus à une moyenne. Okay? Donc, 70 c'est vraiment des prix moyens qu'on a depuis une vingtaine d'années sur le pétrole. Okay? Si on dézoome un petit peu comme ça, là, on voit que ça, c'est le pétrole là, depuis 20 ans, okay? En blanc. On voit qu'on est à peu près dans la moyenne depuis 20 ans. Donc, 70 ce n'est pas des prix qui sont très élevés sur le pétrole. Ce n'est pas faible, mais ce n'est pas non plus élevé. Okay? Et donc, si on fait juste observer les corrélations ici, avec le pétrole qui a autant rebaissé de cette façon-là. Bon, ben, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver sur l'inflation? Est-ce que l'inflation va continuer à monter en malade, un peu comme si de rien n'était, alors que le pétrole a déjà beaucoup rebaissé? Ben, les chances que ça arrive sont très faibles. Okay? Ce qui a le plus de chances d'arriver, puis ici, on parle vraiment de probabilité. Okay? Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui va arriver, mais en termes de probabilité, le pétrole qui a autant rebaissé, eh bien, ça pourrait faire en sorte que l'inflation va également rebaisser naturellement par elle-même, tout simplement. Et donc, si l'inflation rebaisse naturellement de cette façon-là, est-ce que la Fed va vraiment avoir besoin de monter les taux d'intérêt comme si c'était la panique? Eh bien, personnellement, je ne pense pas. Okay? Et ça, c'est un avis un peu contraire que j'ai en ce moment par rapport au marché. On voit que les marchés sont très convaincus que les taux d'intérêt vont monter. On le voit notamment avec le USD, on le voit notamment avec Gold, on le voit notamment avec les indices qui corrigent, les cryptos qui se font massacrer. Bref, la plupart des marchés, vraiment, en ce moment, bougent dans l'anticipation que les taux d'intérêt vont monter. Personnellement, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'avec le pétrole qui a énormément rebaissé, eh bien, je m'attends à ce que la pression sur l'inflation commence également à diminuer et à rebaisser dans les prochains mois. Évidemment, ce scénario-là serait invalidé si on a, par exemple, un nouveau problème au niveau du conflit, qu'on a une escalade et que le pétrole soudainement commence à remonter en malade. Okay? Donc, des prix du pétrole à 70 ce n'est pas quelque chose qui est problématique pour l'inflation, mais évidemment, si dans quelques semaines, le pétrole est revenu à 90 à 100 et qu'on a vraiment une escalade au niveau du conflit, bon, ben là, toute ma thèse est invalidée et je vais devoir refaire mes idées fondamentales, okay? Parce que la situation va avoir changé. Mais dans l'état actuel des choses, un pétrole à 70 historiquement parlant, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement problématique au niveau de l'inflation. Okay? Donc ça, c'est un point qui est super intéressant à regarder et à comprendre. Et si on veut, on pourrait même regarder les autres corrélations, donc continuer un peu dans cette idée-là et voir un peu comment les autres marchés ont réagi par rapport à ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, si par exemple, on enlève les données de l'inflation, on pourrait regarder le dollar américain. Okay? Donc, on voit que le dollar américain a globalement suivi le pétrole, ce qui, encore une fois, est logique. Plus de hausse du pétrole égale plus d'inflation, une politique monétaire plus restrictive et le USD qui en bénéficie. Okay? Donc, on voit ici que le pétrole, avec la guerre Russie-Ukraine, avait beaucoup monté. On voit que le USD avait également suivi. Évidemment, encore une fois, c'est le pétrole qui bouge en premier et les autres vont bouger par corrélation par la suite, une fois que ça va se faire refléter notamment dans les données. Mais on voit que par la suite, quand le pétrole avait vraiment diminué dans les mois qui ont suivi, eh bien, le USD avait également rebaissé. Okay? Donc, encore une fois, on peut regarder un peu la même chose récemment, c'est-à-dire qu'on voit que le pétrole a beaucoup monté, le USD a également monté globalement là, dans les derniers mois, mais si le pétrole commence à rebaisser, peut-être que le USD pourrait rebaisser aussi ou du moins limiter la hausse que celui-ci pourrait avoir. Okay? Donc ça, c'est super intéressant avec le USD. On pourrait regarder également les yields. Donc les yields, c'est le rendement des obligations. Donc ici, j'ai les yields 10 ans, donc le rendement des obligations sur 10 ans. Et ce rendement-là est basé sur les taux directeurs de la Banque centrale, okay, pour faire simple. Donc, ça veut dire que c'est une corrélation directe avec le pétrole et avec le USD dans le contexte actuel. Okay? Donc, comme on peut voir, c'est le même principe. Okay? Le pétrole avait monté, les yields avaient monté parce qu'on s'attend à des politiques monétaires plus restrictives.
Et quand le pétrole avait commencé à baisser, les yields se sont calmés. Okay? Donc, est-ce que c'est un peu la même chose qu'on est potentiellement en train de voir en ce moment, où ce que le pétrole a monté, les yields ont monté pour refléter la politique monétaire plus restrictive, mais si le pétrole rebaisse et se stabilise dans des niveaux plus faibles, est-ce que les yields pourraient également rebaisser un petit peu? C'est une possibilité. Okay? Donc, les yields, c'est super intéressant à regarder ça. Et on pourrait également regarder, par exemple, le gold qui a une corrélation qui est très intéressante aussi. On voit que quand le pétrole avait monté, le gold avait baissé. Puis, comme on peut voir, donc, quand que le pétrole a commencé à rebaisser, eh bien, le gold a graduellement remonté. Puis, on est parti dans le marché haussier qu'on a vu dans les dernières années. Puis, encore une fois, c'est toujours le pétrole qui bouge en premier. OK? Ça, je le répète, mais c'est extrêmement important à comprendre. Si on se met, par exemple, une ligne verticale de cette façon-là, on peut voir que quand le pétrole a fait un point haut, okay, donc aux alentours de ce niveau-là ici, on voit que gold, pendant un certain temps, continuait à baisser, okay, alors que le pétrole, lui, avait déjà commencé à baisser. Mais quand le pétrole a baissé, puis qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte que ça aussi, ça allait assouplir l'inflation, eh bien, c'est à partir de ici, donc, que le gold a commencé à remonter et qu'on a fait un point bas. Okay? Donc, c'est normal que le pétrole bouge avant tous les autres marchés, puis à un moment donné, les autres marchés commencent à, on va dire, réaliser un peu ce qui arrive et souvent, ça vient à faire un mouvement qui rattrape. Okay? Donc, maintenant que le pétrole a rebaissé, encore une fois, si on est capable de se stabiliser à des niveaux relativement faibles, eh bien, c'est potentiellement ce qui pourrait amener un point bas sur gold et permettre à gold de remonter. Okay? Maintenant, est-ce qu'il va remonter tout de suite? Est-ce qu'on va continuer à baisser pendant quelques semaines avant de faire un rebond? Ça, c'est plus difficile à timer. Okay? Ça revient à de l'analyse qui est un petit peu plus court terme, d'utiliser plus les corrélations, la réaction au marché à certaines données économiques, et ainsi de suite. Donc là, on n'est pas exactement dans le même style, si on veut, d'analyse que là, c'est beaucoup plus macro. Mais bref, tout ça pour dire que si le pétrole se stabilise à des niveaux qui sont beaucoup plus faibles et qu'on diminue le risque au niveau de l'inflation, normalement, c'est ce qui devrait aider gold à nous donner un rebond. Okay? Puis bon, on pourrait faire ça littéralement là, pour toutes les classes d'actifs. Okay? Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais voilà, OK? J'espère que ça fait du sens et que vous avez bien compris l'idée derrière ça. Mais c'est super important quand on fait donc des analyses poussées de cette façon-là, de ne pas juste regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment ou de ne pas juste regarder qu'est-ce que le marché est en train de price in, mais vraiment de pousser son analyse et d'être capable soi-même de comprendre les corrélations et de comprendre comment toutes les pièces du puzzle viennent à s'emboîter. Okay? Donc, d'un point de vue macro, eh bien, c'est là qu'on en est. Okay? Donc, les 3 éléments les plus importants à surveiller, c'est vraiment le conflit US-Iran, la hype au niveau de l'intelligence artificielle et la Fed, okay? Donc la politique monétaire de la Banque centrale. Et l'actif le plus important de loin à garder un œil dessus, c'est le pétrole. Okay? Si le pétrole arrive à se stabiliser aux alentours de ces niveaux-là, okay, je dirais en dessous de 80, eh bien normalement, ça devrait assouplir un peu la pression sur l'inflation. La Fed devrait commencer à se calmer un peu dans leur idée de monter les taux d'intérêt et les risk assets, en théorie, devraient être capables de au moins rebondir là-dessus. Okay? Dans le sens inverse, si le conflit s'aggrave et que finalement le pétrole remonte au-dessus de 85, 90, 100 $, eh bien là, on va vraiment avoir un problème au niveau de l'inflation parce que potentiellement que ça pourrait ramener une vague d'inflation et amener les prix à monter encore plus. Et dans ce cas-là, la Fed viendrait bel et bien à monter les taux d'intérêt et ça mettrait une pression à la baisse sur les autres classes d'actifs, excepté évidemment le dollar américain qui, lui, viendrait en bénéficier. Okay? Donc, c'est bien important de comprendre que des taux d'intérêt élevés, ça pèse sur les risk assets, mais c'est bon pour la monnaie parce que le plus que les taux d'intérêt sont élevés, le plus qu'on fait un rendement sur son cash. Okay? Si je reviens à ce qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire les obligations. Donc, une obligation, okay, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est une dette qui est émise par un gouvernement ou par une entreprise. Donc, dans ce cas-ci, on parle du gouvernement des États-Unis. Et ce qu'on peut faire, donc, c'est d'acheter l'obligation. Et l'obligation, ça le dit, le gouvernement a une obligation de nous redonner notre argent, mais avec un certain rendement dessus. Okay? Donc ici, on est par exemple sur les obligations en fait, sur le rendement, c'est-à-dire des obligations 10 ans. Okay? Donc, on est sur le yield. Le yield, c'est le rendement des obligations. Bref. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que le rendement des obligations 10 ans, pour l'instant, est à 4,3 %. Okay? Mettons qu'on arrondit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui achète une obligation 10 ans aux États-Unis, eh bien, il va se faire payer 4,3 % de rendement pendant une période de temps de 10 ans. Okay? Et donc,
concrètement, pourquoi c'est important à comprendre? Bien, ça nous permet de comprendre pourquoi, si les taux d'intérêt augmentent, pourquoi le USD vient à prendre en valeur. Okay? Et la raison, c'est que bien, le plus que les taux d'intérêt sont élevés, le plus qu'on va faire un rendement élevé en ayant des obligations ou même juste en restant en cash. Okay? Personnellement, sur les plateformes de trading que j'utilise, tout l'argent qui n'est pas investi, donc vraiment ma liquidité, eh bien, je vais aller chercher un rendement par rapport à ça. Et ce rendement-là est basé sur les taux d'intérêt. Donc, le plus que les taux d'intérêt sont élevés, eh bien, le plus que le rendement que mon cash va produire est intéressant. Et donc, bien, le plus que je fais de rendement juste avec mon cash, eh bien, le moins que j'ai envie de prendre du risque, le moins que ça devient intéressant de prendre un risque sur un investissement. Okay? Donc, la prime de risque vient à diminuer le plus que le rendement sur mon cash est intéressant. Okay? Bref, on pourrait encore une fois aller dans beaucoup plus de détails sur ce sujet-là, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que des taux d'intérêt plus élevés viennent à bénéficier la monnaie. Okay? Donc, c'est pour ça que si l'inflation continue à monter et que la Banque centrale doit monter les taux d'intérêt, eh bien, le USD va rester en tendance haussière et les autres classes d'actifs vont corriger. Et évidemment, si c'est l'inverse qui se produit, eh bien, les corrélations vont aussi fonctionner, mais dans le sens inverse. Donc voilà, ça c'est pas mal ce qui résume, guys, les questions importantes à se poser pour l'instant et les sujets à garder un œil dessus. Puis, comme vous pouvez voir, puis je tiens à le mentionner, mon objectif avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas d'apporter des réponses en mode ah, moi je pense que le marché va monter pour les 2 prochains mois ou ah, je pense qu'on va faire une correction. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vous présenter comment un trader professionnel réfléchit, comment on fait une analyse fondamentale basée sur des données et comment on est capable de se bâtir une vision du monde. Okay? Mon but avec ces vidéos-là, c'est pas de vous donner forcément la réponse, c'est de vous montrer comment bâtir ces idées-là pour que vous puissiez apprendre et que vous puissiez faire la même chose de votre côté par la suite. Okay? Et ça, c'est super important de le comprendre parce qu'encore une fois, moi-même, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas comment les marchés vont évoluer, mais la seule chose que je sais, c'est que je suis capable d'interpréter ce qui se passe dans le monde, dans les marchés. Je suis capable de me faire des idées fondamentales là-dessus et d'estimer en termes de probabilité qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver. Et quand j'arrive à mettre les probabilités de mon côté, eh bien, si je fais ça sur des dizaines, des centaines de trades, eh bien, c'est comme ça qu'on est rentable sur du long terme en trading. Okay? Bref, voilà. Donc ça, c'était le résumé fondamental au niveau des marchés. Okay? Donc, on a les 3 éléments qui sont importants à surveiller et l'évolution des marchés va dépendre de comment ces 3 éléments-là viennent à se placer. Et comme j'ai dit, le plus important reste le pétrole. C'est ce qui va driver l'inflation, c'est ce qui va driver qu'est-ce que le marché va continuer de price in ou non par rapport à la Fed et c'est ce qui va driver les prochains mouvements. Et sinon, ben, au niveau du AI, comme j'ai dit tantôt, tant que le momentum est encore là, tant qu'on est dans une tendance haussière et qu'on n'a rien qui a brisé à ce niveau-là, eh bien, globalement, ça reste positif. Bon, maintenant que tout ça est dit, peut-être dernier point que je rajouterais avant de passer aux techniques, parce qu'on va également regarder un petit peu les marchés niveau technique. Je sais que bon, l'analyse technique, c'est très populaire, le monde aime ça. Puis oui, c'est important, mais voilà, ce qui est plus important, c'est le fondamental, c'est la vision macro, puis ainsi de suite. Bref, juste, donc, dernier point avant de regarder le technique, c'est la saisonnalité. OK, point quand même important à comprendre. Quand on parle de saisonnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'à certaines périodes de l'année, il y a plus de probabilité que le marché fasse X que Y. OK? Donc, par exemple, en été, OK, donc normalement, là, aux alentours de juillet à août jusqu'en octobre, septembre-octobre, OK, plus ou moins. Donc, on a une période à peu près de 3 mois où ce que normalement, également en termes de probabilité toujours, les marchés boursiers ont plus tendance à faire une correction. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui peut se backtest facilement avec des données, mais normalement, donc en été, c'est là où les marchés sont le plus sujets à faire une correction. Évidemment, ce n'est pas magique, ça ne fonctionne pas à chaque année, mais souvent c'est ce qui arrive et par la suite, on a un rallye à la fin de l'année qui est le fameux Christmas Rally qu'on appelle. Et souvent, en début d'année, les marchés sont globalement aussi plutôt haussiers. La plupart du temps, c'est évidemment le fondamental et la macro suit. Okay? Et on peut voir que pour l'instant, cette année, ça s'est quand même plutôt bien reflété. Donc, on a vu un marché plutôt stable en début d'année. On a quand même fait une petite correction ici, ce qui normalement arrive un peu moins, mais par la suite, on a remonté. Et là, on voit qu'on commence à corriger pour la période de l'été. Okay? C'est juste un petit bonus, je dirais le formuler de cette façon-là. Okay? La saisonnalité, ce n'est pas, on va dire, si important, mais c'est quand même de quoi qui est intéressant à regarder. Puis, par expérience, qui a quand même tendance à bien fonctionner si, évidemment, les autres éléments fondamentaux suivent aussi. Okay? Bref, maintenant que tout ça est dit, si on regarde d'un point de vue donc technique, un petit peu plus en détail, les principales classes d'actifs. Okay? Donc, premièrement,
Au niveau des indices boursiers, donc on est globalement dans une tendance haussière. On voit que ça, c'était la correction avec les tarifs de Trump en 2025. Par la suite, on avait fait justement cette impulsion-là. On a corrigé ici et là, on a eu une nouvelle impulsion dans les derniers mois. Donc globalement, on est dans une tendance haussière. On voit qu'on n'était pas si loin de la clone trendline dans les dernières semaines. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Bien, ça nous montre que le marché est peut-être un peu accentué dans la tendance haussière, sans non plus être à des niveaux extrêmes. Okay? Pour moi, des niveaux extrêmes, ça serait vraiment en fait si on est dessus la clone trendline ou même si, par exemple, on essaie de briser la clone trendline à la hausse. Okay? Donc, tu sais, tantôt, je parlais du fait que des fois, le marché devient tellement irrationnel que le momentum entraîne le momentum et souvent, c'est là ce qu'on voit des mouvements qui sont quasiment juste en ligne droite et souvent, c'est ça qui crée des blow-off top qu'on appelle, donc des points hauts de marché et après ça, on commence une correction. Souvent, graphiquement parlant, ça ressemble à ça, c'est-à-dire quand on brise des clones trendline de cette façon-là à la hausse. Okay? Donc, pour l'instant, on voit qu'on est très, très loin de ça. Okay? Donc, je ne dirais pas que le marché est en euphorie. Okay? Je ne pense pas qu'on est là. On est un peu accentué dans la tendance haussière, mais vraiment pas tant que ça non plus sur le S&P. Okay? Le Nasdaq a touché la clone trendline, comme on peut voir, puis pour l'instant, ça a quand même bien résisté. Donc, on voit que le Nasdaq était un peu plus accentué. On le voit également sur le RSI qui était un peu plus élevé, ce qui fait du sens parce que le Nasdaq est principalement sur les valeurs technologiques et c'est l'une des raisons de pourquoi le marché a été aussi fort dans les derniers mois. Donc, jusqu'à là, rien de très surprenant. Fait qu'on voit que les indices étaient vraiment stretch dans les dernières semaines. Okay? Si j'avais fait cette vidéo-là il y a quelques semaines, je vous aurais dit que j'étais pas particulièrement confiant qu'on allait monter et qu'on allait commencer une correction. Ça, encore une fois, j'en ai parlé là, sur mes autres réseaux sociaux dans d'autres vidéos si vous êtes curieux. Mais voilà, fait que là, on a déjà quand même bien corrigé. On est revenu sur le niveau des 50 sur le RSI qui est le niveau de neutralité qu'on appelle. Souvent, quand on a des corrections, le niveau des 50 est quand même bien respecté. Okay? On peut le voir là, notamment ici dans tout le marché haussier, on voit que globalement, le niveau des 50, c'est super bien respecté. Et quand on commence des corrections un petit peu plus profondes, souvent, on brise le niveau des 50 et c'est respecté de l'autre côté. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ou qui utilisent, mais le niveau des 50, c'est très, très, très puissant sur le RSI. Fait que je dirais, tant qu'on est au-dessus du niveau des 50 et tant qu'on est au-dessus du 50 moving average qu'on a ici sur le Nasdaq, qui, comme on peut voir, a quand même bien été respecté également dans les dernières semaines, je dirais que globalement, les indices sont quand même plutôt haussiers. Okay? Même chose pour le S&P. Tant qu'on est au-dessus des derniers points bas qu'on vient de faire ici et du niveau des 50 sur le RSI, globalement, c'est plutôt haussier. Je ne dirais pas que je suis extrêmement haussier pour les prochaines semaines parce que, encore une fois, on était un peu stretch, on est en train de faire une correction. La saisonnalité en ce moment commence à revirer un petit peu de bord. Et il y a encore un risque malgré tout au niveau du conflit parce que le deal qu'on a en ce moment, c'est un deal qui est quand même solide, mais ce n'est pas un deal qui est 100% définitif. Donc, s'il y a quelque chose qui revient perturber le pétrole, ça pourrait peut-être changer un petit peu la dynamique là, au niveau des marchés. Okay? Bon, ça, c'est juste quelque chose à garder en tête. Fait que les indices, on est à peu près là. Au niveau du dollar américain, on a brisé, comme j'expliquais tantôt, le range depuis la dernière année qu'on avait ici. Donc, on voit là qu'on est quand même plutôt haussier. Personnellement, ce mouvement-là me semble un peu exagéré dans le sens que, comme j'expliquais tantôt, personnellement, je ne vois pas un énorme risque au niveau de l'inflation. Donc, si j'ai raison par rapport à ça et que l'inflation commence à rebaisser et que les attentes de hausse de taux d'intérêt viennent à rebaisser aussi, je ne serais pas surpris de revoir le USD, peut-être revenir tester au moins ce niveau-là ou peut-être même réintégrer le range si le marché se revire complètement là, sur cette idée-là. Maintenant, est-ce que je peux me tromper? Évidemment, oui. Okay? Donc, si pour X raison, le pétrole remonte et que l'inflation finalement est vraiment problématique, eh bien à ce moment-là, je m'attendrais de voir le USD continuer à monter. Donc si on regarde ça sur un graphique même weekly, on voit qu'on a déjà quand même atteint un beau niveau. Okay? On a quand même pas mal d'obstacles dans cette zone-là long terme, mais si on est pour continuer à monter, est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autres niveaux plus hauts? Évidemment, c'est une possibilité. Mais comme je dis, pour l'instant, c'est pas ce que je vois, c'est pas mon scénario principal. Mais évidemment, il faut avoir différents scénarios puis être capable d'évaluer la probabilité de ces différents scénarios-là. Essentiellement, le travail y est là. Évidemment, il ne faut jamais juste avoir un scénario. Okay? C'est pour ça que je vous présente souvent différentes idées parce que un trader qui a juste un scénario, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Okay? Il n'y a jamais juste une possibilité de comment que le marché peut évoluer. Souvent, le monde qui ont juste un scénario en tête, c'est des gens qui ont un ego, qui pensent qu'ils sont capables de prédire le marché à 100% et qui sont fermés par rapport à leurs idées. Mais ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Okay? Sinon, autre point intéressant,
Si on revient sur les yields, j'en avais parlé tantôt, donc on voit que le yield 2 ans n'a pas autant monté que le USD. Depuis les 2 dernières semaines, on voit qu'on est plutôt flat sur le yield 2 ans, alors que le USD a beaucoup plus monté. Donc c'est également l'un des points qui me fait dire que peut-être le mouvement du USD est un peu exagéré. Même chose sur le 10 ans qui en fait, lui, a fait même l'inverse. Okay? On voit que depuis, par exemple, les 2 dernières semaines, depuis qu'on a eu la Fed, on voit que le yield 10 ans est à la baisse, tandis que le USD ne fait que monter. Okay? Donc là, on a ce qu'on appelle une décorrélation, c'est-à-dire qu'on a une corrélation qui brise. Donc, on a deux actifs qui normalement se suivent, mais qui là évoluent dans des directions opposées. Et par expérience, quand on a ça, normalement, c'est les yields qui ont raison et non le USD. Encore une fois, c'est tout le temps une game de probabilité. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va être forcément ça ici. Mais d'un point de vue probabilité, sur 100 situations différentes, c'est ça qui va arriver. Okay? Donc, les yields vont avoir raison sur le USD. Donc, c'est également l'une des raisons pourquoi je n'ai pas énormément confiance dans le rally qu'on a eu pour l'instant sur le USD. Parce que quand que je regarde les yields, eh bien, les yields ne me montrent pas un marché qui anticipe des hausses de taux d'intérêt de malade et qui est extrêmement stressé sur l'inflation. Puis, ça me semble logique parce que le pétrole a tellement rebaissé qu'un pétrole, encore une fois, à 70, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement problématique au niveau de l'inflation. Okay? Donc, les yields, très important à suivre. Sinon, on pourrait revenir sur Gold. Fait que Gold, comme j'ai dit, je l'ai beaucoup tradé dans même la dernière année. Ça a été extrêmement profitable pour moi. Donc, pour l'instant, 2026, c'est une très belle année. Là, j'étais à un petit peu plus que 20 de rendement sur mon trading actif, ce qui est très bon. Je bats largement les indices boursiers, donc ça, c'est très bien. L'année dernière, j'avais fini à 36 si je ne me trompe pas. Fait que ça aussi, c'était excellent. Et une bonne partie quand même de mes trades a été sur Gold. Fait que Gold, je l'ai énormément tradé tout simplement parce que les fondamentaux sur l'or depuis les dernières années ont été incroyables et le marché haussier qu'on a eu ici a été incroyable aussi. Et là, on voit donc qu'on est en train de faire vraiment là, une plus grosse correction. Et cette grosse correction-là est principalement drivée justement par des attentes d'inflation, le pétrole qui avait beaucoup monté. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont peser sur l'or parce que l'or ne produit rien. Donc, évidemment, si les taux d'intérêt sont élevés et que le cash devient soudainement beaucoup plus intéressant, évidemment, l'or, lui, perd un peu de son intérêt. Okay? L'autre aspect aussi qui est important à comprendre, c'est qu'avec la guerre US-Iran, on a eu des pays qui ont été forcés à vendre des quantités importantes d'or en réserve pour justement réparer un peu les dégâts et les aider dans ce conflit-là. Okay? Donc, ça également, ça a été l'un des drivers de Gold à la baisse. Okay? Bref, tout ça pour dire que Gold, pour moi, sur du long terme, est encore haussier. Donc, je n'ai pas changé de vision par rapport à ça. L'une des raisons principales, c'est que les banques centrales continuent d'accumuler de plus en plus d'or pour se défaire un peu de leur exposition par rapport au dollar américain. Et donc, le plus que ça continue, et bien le plus que l'or reste haussier sur du très long terme. Donc ça n'a pas trop changé. À court terme, l'or a été vraiment sous pression à cause justement des risques d'inflation, mais la vision long terme est encore la même. Maintenant, la grosse question personnellement que je me pose en ce moment sur l'or, c'est est-ce qu'on va faire un point bas aux alentours des 4000 $, qui est quand même un beau niveau technique? Ça se pourrait qu'on fasse un point bas à partir d'ici si, par exemple, on voit les prochaines données d'inflation qui ne sont pas si pires que, on va dire, attendu. Le pétrole qui ne remonte pas beaucoup, eh bien, le USD pourrait commencer à corriger et Gold pourrait remonter à partir d'ici. Donc ça, c'est l'un des scénarios que j'envisage. Est-ce qu'il y a une autre réalité dans laquelle les données de l'inflation restent un peu élevées, le marché a vraiment peur et anticipe beaucoup de risques par rapport à ça et que le pétrole remonte un petit peu, donc Gold pourrait peut-être baisser jusqu'à, par exemple, ce niveau-là ici. C'est pas impossible. Pour l'instant, c'est vraiment ce niveau-là que je vais surveiller. Par contre, si on brise ce niveau-là et que le USD, par exemple, continue à monter, là, ça va vraiment mettre une grosse pression sur l'or et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de niveaux qui pourraient l'aider. Donc, si on brise ce niveau-là, on pourrait revenir là, sur celui-ci. Puis l'or, en ce moment, est baissier principalement à cause du USD. Okay? Donc, si on rajoute, par exemple, le dollar américain puis qu'on vient inverser le graphique, on va voir qu'ils se sont suivis
évidemment de façon inversée, là, mais voilà. OK, donc si le USD continue à monter, eh bien, ça va mettre une pression sur l'or. Donc, pour l'instant, c'est ce niveau-là que je surveille, mais pas impossible qu'on aille chercher plus bas selon comment la macro évolue. Au niveau du pétrole, bon, j'en ai déjà pas mal parlé de ça. Donc, on est revenu à des niveaux qui, selon moi, pourraient être le début d'une stabilisation. Il faut comprendre qu'avant la guerre, on était là plus dans ces niveaux-là ici, donc aux alentours de 50, 60 dollars le plus ou moins. Mais la guerre, même si elle se termine, eh bien, ça a quand même amené des dommages significatifs et ça a quand même impacté l'offre du pétrole d'un point de vue mondial. Et donc, personnellement, je ne m'attends pas à voir des prix du pétrole qui rebaissent à des niveaux avant la guerre ou même en dessous. Je ne serais pas surpris qu'on se stabilise peut-être juste un tout petit peu au-dessus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va peut-être se stabiliser vers ces niveaux-là. J'ai également une position que j'ai prise la semaine dernière sur le pétrole qui, pour l'instant, est aux alentours là, de break-even / un petit peu en profit. Donc, je me suis positionné justement pour peut-être jouer soit une stabilisation ou jouer une remontée. Donc, si on fait juste se stabiliser, je ne ferai pas un énorme profit là-dessus, mais ça me permet de hedge mes autres positions. Et si on remonte, ben, là, je pourrais évidemment bénéficier de ça. Parce que même si le pétrole a bien baissé, évidemment, il ne va pas juste baisser à l'infini en ligne droite. OK? Même si on est pour continuer à baisser, éventuellement, on va avoir des rebonds, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est ça que je joue ici. Et juste pour être clair également, même si on a un petit rebond sur le pétrole, ce n'est pas quelque chose qui viendrait forcément invalider toute ma thèse au niveau de l'inflation. OK? Parce que même si le pétrole remonte un peu, ce n'est pas quelque chose qui va soudainement amener une inflation de malade. OK? Comme je disais tantôt, tant qu'on reste en dessous là, à peu près là, de ce niveau-là, aux alentours des 80 je pense que le risque d'inflation est relativement faible. Maintenant, si on remonte à 85, 90, 100 et plus, c'est là que le risque d'inflation deviendrait un petit peu plus élevé. Mais comme je dis, c'est pour ça notamment que j'ai des positions sur le pétrole. Donc, si le pétrole se stabilise à des niveaux faibles, eh bien, je pense être aux alentours de break-even sur cette position-là, même peut-être un peu en drawdown, c'est pas impossible. Mais si c'est le cas, eh bien, normalement, toutes les autres risk assets devraient remonter. Et donc, ça va compenser largement le petit drawdown / la stabilité que je vais avoir là-dessus. Et de l'autre côté, si le pétrole remonte beaucoup, eh bien là, évidemment, je vais faire beaucoup d'argent sur le pétrole. Et même si les risk assets baissent un petit peu, eh bien, ça va venir équilibrer mon portefeuille. OK? Donc là, on n'est même pas dans du trading, on est vraiment dans de la gestion d'actifs. Bon, ça, c'est un autre sujet complètement. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça va devenir un peu trop, un peu trop poussé pour rien. Mais il faut comprendre donc qu'est-ce que je fais personnellement. J'ai du trading actif, OK, un peu comme on va dire, on voit souvent sur Internet, même si, bon, comme vous le voyez, ça reste plus poussé. Mais j'ai également des systèmes d'investissement semi-passifs. J'ai également des systèmes d'investissement passifs. Bref, il y a plusieurs branches, on va dire, à ce que je fais. Et cette position-là, ce n'est pas dans mon trading actif, c'est dans mes positions un petit peu plus, on va dire, semi-passives. OK? Bref, longue histoire courte, mais voilà, j'ai cette position-là sur le pétrole en ce moment. Et globalement, c'est pas mal ça. OK? Donc, point de vue technique, OK, point de vue corrélation, c'est à peu près là qu'on en est en ce moment sur les marchés. Maintenant, donc, pour terminer, je vais vous faire un résumé des quelques différents scénarios que je m'attends et comment on pourrait voir les marchés évoluer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Maintenant, petite précision juste avant d'aller plus loin. Évidemment, tout ce que je vous explique en ce moment depuis le début de la vidéo, ce n'est pas des conseils financiers, OK? Ce n'est pas des recommandations ou quoi que ce soit. Et comme je disais tantôt, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer, guys, comment je réfléchis, comment que je vais interpréter qu'est-ce qui se passe sur les marchés et comment j'arrive à me faire des idées par rapport à ça. OK? Donc, tout ce que je vous présente aujourd'hui, la thèse que je vous ai expliqué que j'ai en ce moment par rapport à l'inflation, évidemment, tout ça n'implique que moi. OK? Donc, je vous encourage à développer vous-même la compétence, à vous former pour être capable de comprendre la macro et faire vos propres idées. Je pense que n'importe quel trader professionnel sérieux se doit d'être indépendant dans sa façon de penser. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Et donc, mon objectif, c'est de vous montrer justement comment je réfléchis et non juste vous dire je pense que le marché va monter, je pense que le marché va baisser, puis ainsi de suite. OK? Si vous voulez justement, guys, vous former par rapport à ça, si vous voulez développer tous les raisonnements que je vous explique aujourd'hui, je vous invite à regarder le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers la page de présentation du programme de coaching qu'on a. Ça va vous expliquer beaucoup plus en détail comment on travaille avec les étudiants et comment on peut vous aider par rapport à ça. Mais bref, je vais juste apporter donc ces précisions-là. Maintenant que ça c'est dit, et donc, regardons les différents scénarios de comment ça peut évoluer. OK? Bon, premièrement, scénario numéro 1, comme je disais tantôt, si on a
la guerre qui n'escalade pas et que le pétrole reste globalement plutôt faible. Je pense que les attentes d'inflation vont commencer à baisser, les attentes de hausse de taux d'intérêt vont commencer à baisser aussi et ça, théoriquement, c'est quelque chose qui devrait être positif pour les risk assets. Donc, si ce scénario-là arrive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je ne serais pas surpris de voir les indices boursiers faire un nouveau point haut cette année et continuer à monter. Je pense que gold pourrait quand même bien rebondir. Est-ce que gold va tout de suite faire un nouveau point haut? Difficile à dire parce qu'on est quand même assez loin de ça. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour revenir déjà dans des all-time high. C'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu stretch comme idée. Mais au minimum, je m'attendrais à voir gold au moins rebondir et peut-être revenir vers les 4500, peut-être même au niveau des 5000. Je pense que c'est pas impossible. Et dans ce scénario-là, eh bien, le USD pourrait éventuellement réintégrer le range et revenir un petit peu plus baissier. Okay? Donc ça, c'est le scénario principal. Évidemment, ça va aussi dépendre de ce qui arrive au niveau du AI. Okay? Comme je disais tantôt, c'est un des points les plus importants à surveiller. Okay? Maintenant, une autre possibilité que je vois, c'est que si pour X raison, le pétrole commence à vraiment beaucoup remonter et qu'on a des risques d'inflation, il y a un monde dans lequel le marché pourrait être encore plus inquiet sur l'inflation et qu'on anticipe encore plus de hausse de taux d'intérêt. Et ça, c'est potentiellement ce qui pourrait amener des corrections un petit peu plus profondes sur les indices boursiers. Donc peut-être revenir là, par exemple, en premier lieu sur ce niveau-là ici. Donc, très bon niveau technique avec les moving average et tout ça. Donc, on pourrait corriger un petit peu plus profondément sur les indices. C'est là que gold également pourrait peut-être flush le niveau des 4000 aux alentours de ça et aller chercher le plus gros niveau qui est encore plus loin. Et dans ce cas-là, le USD pourrait continuer à monter. Okay? Donc, ça, c'est vraiment les deux scénarios principaux qui sont à surveiller. Il va falloir garder un œil au niveau du AI aussi. Mais le hype au niveau du AI, c'est quelque chose qu'on va dire un petit peu plus en background et c'est surtout pour les indices boursiers. Okay? Pour les autres marchés, la grosse question, c'est l'inflation, la Fed. C'est vraiment les deux éléments les plus importants à surveiller. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui résume l'analyse des marchés. Donc, comme vous avez vu, grosse vidéo, beaucoup d'informations. J'ai vraiment essayé d'aller dans le plus de détails possible, mais tout en restant évidemment simple pour que vous puissiez tous comprendre. Et j'espère, guys, que ça vous montre à quel point un trader professionnel va pousser sa compréhension des marchés. OK, le trading, c'est pas comme on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de juste prendre un graphique, de tracer des petites lignes puis espérer avec ça faire des millions. OK? Si vous voulez vraiment avoir une vraie maîtrise des marchés, eh bien, il faut pousser sa compréhension, il faut regarder tous les actifs, il faut comprendre les corrélations intermarchés. C'est toutes des choses qui sont un petit peu plus poussées que souvent ce qu'on voit, mais c'est réellement ce qui va faire la différence. OK? Il n'y a aucun fonds d'investissement, il n'y a aucun trader professionnel qui va gérer des millions et plus, qui va uniquement trader sur un petit graphique avec de l'analyse technique. OK? N'importe quel professionnel de marché va vraiment comprendre les marchés à un autre niveau et c'est justement ça qui fait la plus grande des différences. Et on l'a vu, guys, au sein de notre programme de coaching, ça fait aujourd'hui plus que 6 ans qu'on a notre programme. On a accompagné plus que 1000 personnes dans leur apprentissage au niveau du trading et c'est tout le temps la même chose. Okay? Ce qui fait vraiment la différence, c'est la compréhension macro. Quand on sait vraiment pourquoi un actif va bouger et pourquoi qu'on prend un trade, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats et de vraiment avoir confiance aussi dans son système de trading. Donc, guys, si vous êtes présentement en trading, mais que vous avez aucun résultat, ou alors si vous en faites juste pas, mais que vous voulez justement vous starter de la bonne façon, je vous invite à regarder le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une page de présentation qui est une vidéo en fait explicative de tout le processus qu'on met en place avec les étudiants au sein du programme de coaching. Ça va vous expliquer vraiment de A à Z comment on travaille et comment on peut vous aider à aller chercher des résultats. Et vous allez même avoir l'option par la suite de planifier un appel avec moi directement ou un des membres de notre équipe pour qu'on puisse regarder ça plus en détail avec vous et voir si vraiment on peut vous aider. C'est important de comprendre que ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching en one-on-one. C'est vraiment des programmes individuels. Donc, évidemment, on est quand même sélectif avec les gens qu'on prend puis on veut vraiment avoir un bon fit à ce niveau-là. Donc, vous pouvez appliquer directement sur le premier lien dans la description. Puis, on va pouvoir prendre le temps de regarder ça avec vous là, directement sur un appel. Puis, sinon, guys, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a apporté le plus de valeur possible. C'était ça mon objectif. Si vous l'avez aimé, évidemment, mettez-y un like. Laissez-moi un commentaire aussi. Je serais curieux de voir qui l'a écouté là jusqu'à la fin. Puis là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo.